Deuxième partie de 60 minutes pour comprendre. On continue. Alors c'est vrai on s'est arrêté sur un tweet de Indy. Quelles sont les mesures prises par le Haut Commissariat aux droits de l'homme face à l'oppression des prisonniers de Dahibia dans les camps de Tindouf? Déjà, je voudrais répondre sur la question de Christopher Ross. Ce monsieur-là, avec tous mes respects, peut-être que je suis profane en la matière, mais il doit présenter sa démission. S'il n'arrive pas à faire son travail convenablement, et il sait très très bien qu'il le fait convenablement ailleurs, quand il vient au Maroc, quand il demande de rencontrer les intellectuels, il l'a. Il demande de rencontrer les soi-disant séparatistes de l'intérieur, il l'a. Tu vois, bon, en fait, tout lui est ouvert, avec même ses collaborateurs. Moi, j'ai eu la chance, avec des amis, de questionner ses collaborateurs. Est-ce que vous êtes allés au camp de Dakhla? Ils ont répondu non. Je dis, mais attendez, vous ne faites pas votre travail convenablement. Et après, quand vous rédigez votre rapport, vous incombez au Maroc. Vous parlez de tous les camps comme si vous les avez visités. Et le problème, c'est ça. En fait, c'est un tout petit peu comme les autres organismes des Nations Unies. N'oublions pas que c'est une grosse machine, les États-Unis, et les Nations Unies plutôt. Oui, les États-Unis aussi. En fait, c'est un peu près la même chose. Et c'est d'une lourdeur. Vous n'êtes pas dans l'erreur si vous le dites. Terrible. Et puis, il faut savoir qu'on est avec des fonctionnaires. Plus le problème est là, plus ils travaillent, plus ils gagnent un peu d'argent, plus ils voyagent. Et puis on fait du copier-coller des rapports. Le problème aussi, c'est que, n'oublions pas aussi, c'est qu'ils sont en contact avec une puissance régionale, laquelle est l'Algérie, avec un lourd agenda stratégique. Et tout ça est mis en place. En fait, on n'est pas seulement dans une question humanitaire pour ces gens-là, on est dans des rapports internationaux très compliqués. Le problème, c'est qu'on est en train de payer le prix de ces rapports et la population incarcérée et détenue là-bas est complètement oubliée par ces instances internationales. Alors justement, on va revenir sur l'urgence humanitaire. On regarde un sujet de Ilyas El-Reni et on en rediscute juste après. Privés de liberté et de dignité humaine, les Sahraouis incarcérés dans le camp de Tindouf sont totalement laissés pour compte. Silencieuse, leur souffrance trouvera peut-être un écho favorable auprès de la communauté internationale après la diffusion de ces images. Filmées dans la prison de Dahibia, Tindouf, en plein Sahara algérien, elles décrivent un quotidien des plus sordides. Les détenus manquent de tout, ou presque. Rationnés à un repas par jour et à une très faible quantité d'eau potable, ils meurent à petit feu. Ils dorment à même le sol, dans leurs cellules particulièrement accueillantes pour les rats, cafards et araignées. Fétides, les sanitaires sont réduits à leur plus insalubre expression, et pourtant, c'est dans la cour que leur souffrance atteint son paroxysme. L'antichambre de l'enfer se cache derrière les portes de ces containers métalliques. Chauffés à blanc par le soleil sahraoui, ils sont le premier endroit où ils débutent leur séjour, à Tindouf. Ils y subiront des sévices irréversibles. Leur crime, être en désaccord avec les thèses du Polisario. Beaucoup se retrouvent alors accusés de délits qu'ils n'ont pas commis avant d'être enlevés puis dans ce camp où mineurs, malades psychiatriques et prisonniers d'opinion sont confiés aux mains expertes des geôliers. Jusqu'à quel point pourront-ils endurer ces souffrances? Jusqu'à quand auront-ils la volonté de survivre? Alors on a bien vu les containers dont vous parliez tout à l'heure. Je trouve encore une fois, ce sont des images exclusives Média TV, je le rappelle, que vous avez pu découvrir ce week-end. Bon, on a eu les témoignages, on a ces images de camps avec les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés. Juste revenir aux témoignages qu'on a vus au début. On est passé dessus très rapidement, mais ils risquent leur vie. Qu'est-ce qu'ils risquent? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils risquent? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas À mon avis, ils risquent tout. Donc, à parler d'une situation et de la faire sortir des camps de cette manière-là, et vous êtes sous la merci d'un tortionnaire
qui n'a ni foi ni loi. Donc je crains pour la vie de ces gens-là. Et je dois dire que les instances internationales doivent assumer leur rôle dans la protection des vies de... Oui. Alors moi je voudrais, oui bien sûr, il risque probablement, certainement des exactions. Je voudrais quand même dire que c'est notre rôle à tous de faire en sorte quand même que la protection s'étende à ces personnes-là. Je rappelle encore une fois que par leur statut, ces personnes sont soumises à une protection internationale. Vous avez non seulement l'Algérie qui a des obligations, mais la communauté internationale a des obligations vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est à nous de faire parvenir ce dossier dans le cadre, dans les instances internationales. Et les instances onusiennes sont centrales. Alors je voudrais peut-être nuancer un peu le propos sur le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme n'est pas à proprement parler un mécanisme de recours lui-même. C'est plus une structure de coordination de l'ensemble des mécanismes et des organes des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme, et notamment le Conseil des droits de l'homme. Mais c'est un rouage fondamental dans le système international de protection. Et ça commence aussi par là, le plaidoyer et la communication que nous devrions tous avoir vis-à-vis de ces cas-là. Les 4 cas que je voudrais citer quand même par leur nom parce que c'est important. Kamal Fadel, Yahya Najm Ould Daoudi, Mohamedou Mahmoud Massaoud, Sidi Ahmed Laroussi, Mohamed Salem et Hamed Ould Ahmed Ould Radi Ould Mohamed. Les 4 personnes-là, leur dossier, ce qu'on peut en faire, ça dépend de nous. Il y a un système qui fonctionne avec une certaine logique, avec une certaine bureaucratie aussi. C'est à nous d'en tirer le profit qu'il faut pour la protection de ces personnes. Il faut faire vite. C'est tellement long. Et puis, ce sont des gens qui n'ont plus rien à perdre. Ils sont arrivés au bout. Au bout du fil, voilà. C'est terminé. En fait, la mort, bon, ils sont déjà morts. Et là, l'essentiel, c'est quel travail on doit faire. Et moi, je me dis, au lieu d'attendre, et moi, bon, je connais pas très bien ces instances internationales. Je sais que c'est un rouage terrible, c'est une bureaucratie terrible, mais il faut frapper à toutes les portes, il faut crier à toutes les portes, et il faut frapper à la table. Il faut plus attendre et discuter gentiment. Il faut le crier sur les toits. C'est ça. Vraiment dans cette situation-là. Il faut le crier sur les toits. Oui, alors c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais il faut commencer déjà. Oui, il faut commencer déjà. Juste par rapport, vous avez parlé à ces instances qui sont le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, et il y a quoi? Il y a le Haut Commissariat et il y a le Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas les mêmes actions, on n'a pas les mêmes moyens de coercition. C'est-à-dire tant que ça reste sur ces instances humanitaires, est-ce qu'on peut espérer une action quelconque? En fait, là, on est en train de parler d'un processus. Alors, pour l'instant, ce sont des allégations, documentées sous forme vidéo et images. Il faudra... Parce que si Khalid nous disait c'est une grosse machine administrative là, est-ce que, faut avoir le temps que ça remonte, qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi j'ai peur que ça se perde dans les méandres. Dans les méandres et les dédales des Nations Unies, de tous ces... Parce que quand on les voit, quand on parle à ces gens-là, moi j'ai eu la chance une fois dans une réunion d'altermondialistes de rencontrer des jeunes du Polisario. Et j'ai ouvert des espaces, on discutait juste autour d'un thé. Les jeunes, ils étaient extraordinaires, ils voulaient parler, ils voulaient faire quelque chose pour que la situation change, parce que c'est infernal. Il faut imaginer comment est-ce qu'on vit là-bas. C'est infernal, c'est pire qu'une prison. Et le problème, c'est que tout était contrôlé. Leur manger, leur quotidien, leur journée, même pour le fait d'avoir une cigarette, c'était contrôlé par quelqu'un d'autre. Et il y avait toujours quelqu'un de la sécurité. Et c'est un système... C'est ce qui arrive tout le temps. Voilà. Dès que nous sommes avec eux à Genève ou à New York ou quelque part, il y a toujours les... Oui, il y a toujours les Algériens... Le problème, c'est que les instances internationales savent ça, ils le voient. Ne me dites pas que M. Christopher Ross ne le sait pas, il le sait. Mais il y a des obligations stratégiques qu'on défend... voilà, et puis voilà, il y a l'Algérie, il y a tout ce qu'il y a derrière, il y a les rapports au pétrole, il y a les rapports à l'argent aussi. N'oublions pas que l'humanitaire, c'est un business aussi. Ouais. Et on oublie de le dire. Beaucoup d'associations, ils vivent grâce et pour ça. Ouais. Et alors, beaucoup de gens, il suffit de les voir. Vous êtes en train de parler du détournement de l'aide humanitaire qui est normalement acheminée. Que ce soit pour ceux qui le gèrent, les Algériens et les hommes du Polisario, les organisateurs, et même pour les associations qui délivrent cette aide. Parce que le détournement, il commence en Europe. Alors, comment voulez-vous qu'on soit dans un système... Oui, je suis tout à fait d'accord qu'on est là en présence, effectivement, pour ce qui est de l'administration, de la réalité, de la situation de ces camps, de l'organisation du Front Polisario. On est en présence d'un système quasiment un peu stalinien, si vous voulez, des références historiques. Un système centralisé, policier, où tout est un peu
quasiment concentrationnaire, c'est-à-dire vous avez du contrôle sur tout, et vous avez une direction presque éternelle, vous n'avez pas de possibilité évidemment de renouvellement, de participation, d'expression, de liberté. On sait tout cela, la situation est difficile, mais je reviens encore sur le système de protection possible pour ces populations-là. Il n'est pas si compliqué que ça, même si en apparence on peut imaginer que c'est un carcan. En fait, il y a des procédures, les uns et les autres qui travaillent sur ces choses-là, les associations, les institutions des droits de l'homme connaissent. De quelle manière vous travaillez finalement? Parce que c'est intéressant, vous êtes sur ce plateau. En fait, concrètement, il faut commencer par envoyer. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à adresser des plaintes documentées au nom de ces personnes-là. Il y a moyen de voir s'il y a possibilité de porter ces plaintes au nom de ces personnes-là. Si on peut accéder à ces personnes pour avoir un débat avec elles, pour avoir un dialogue, pour pouvoir les représenter. Mais en l'occurrence ici, on peut imaginer qu'il est impossible d'accéder. Donc on doit quand même adresser des plaintes aux adresses qui sont connues, les comités des Nations Unies, elles sont connues, le comité de la torture, le rapporteur spécial de le groupe de travail de la détention arbitraire. Vous avez un certain nombre d'organes dont le mandat est justement de recevoir des plaintes comme ça. Vous avez aussi vous avez aussi le Conseil des droits de l'homme où vous pouvez aller au moment de l'examen, par exemple de l'Algérie, devant telle ou telle procédure du système des Nations Unies, un examen périodique universel ou des rapports thématiques. Vous pouvez aller faire des activités parallèles à Genève ou ailleurs et essayer de faire connaître les choses. Et enfin, vous pouvez quand même demander à des partenaires de l'Algérie, l'Union européenne et les autres, d'interpeller l'Algérie sur ses responsabilités. Parce que ces images-là, ils sont très éloquentes, ils sont flagrantes. Il y a la torture, il y a le feu, ce sont des marques qui sont restées gravées sur la peau, sur les mains, sur l'âme même de la personne. Ça ne suffit pas de dire que c'est une brûlure. Très grave, oui, très grave. Donc, pour que les gens qui ont fait ces films-là le fassent et le fassent au péril de leur vie, donc ça veut dire que c'est vraiment le top du top de la torture. Vous voulez dire que l'action des Nations Unies ou des ONG doivent dépasser même le carcan politique et la situation politique? Moi, je dis qu'il faut repenser une nouvelle stratégie complètement intégrée, où il y a le tout. Effectivement, ces organismes, ils sont là, et c'est une obligation de passer par ce que je dis, ce carcan. Ils nous obligent, ils nous contrôlent, et ils contrôlent tout. Et la légitimité vient de ce passage-là. Mais aussi, il va falloir aussi frapper à d'autres portes. Toucher les associations, la société civile européenne principalement, et occidentale, parce qu'elle voit de plusieurs œils. Il y a plusieurs œils d'ailleurs. Et il n'y a pas que les pros, il y a aussi les anti. Et on peut aller même chez ceux qui contestent la légitimité marocaine et leur montrer ça et leur demander, voilà, je vous demande d'aller voir pour nous. Vous avez accès, vous les connaissez, ce sont vos amis, allez-y voir. Oui. La presse, c'est très important de toucher la presse. Le net, ça, la toile, et Dieu sait qu'ils sont très très forts dans la toile, ces gens-là. Et ils maîtrisent effectivement. Vous pensez que les médias n'en font pas assez? Je dis, c'est pas qu'ils n'en font pas assez, mais... Je pose la question à chaque fois sur beaucoup de sujets de gens qui viennent sur ce plateau. Bon, nous, on essaye de le faire, mais est-ce que les médias en font assez à l'intérieur, ici, on le connaît. Mais il faut toucher les médias de l'extérieur. Ah ben, on le voit plus beaucoup à l'extérieur, vous inquiétez pas. Et Dieu sait que, bon, alors les médias européens, elles sont dans des carcans complètement stratégiques, elles sont aussi affiliées à leurs intérêts. Les médias arabes, on parle presque pas. D'ailleurs, le monde arabe, il est complètement out de cette situation. C'est le blackout. Et les médias africains, de nos frères-là, ils ne font que recevoir. Et tout dépend du rapport qu'on a avec elle. Mais il va falloir, au niveau du Maroc, repenser une nouvelle stratégie, beaucoup plus agressive et une stratégie intégrée. D'ailleurs, on est tous responsables de cette question-là. Si nous sommes là pour défendre les droits de l'homme, c'est dans leur universalité. Oui. On ne doit pas défendre les droits de l'homme d'une part et ne pas voir l'autre part. Donc, nous, le travail qu'on fait, c'est que lors des réunions de Genève ou de New York, on ramène ces CD-là, on impose aux associations qui sont pro-Polisario ou pro-Algérie de les voir, de leur dire voilà, ne restez pas bornés, ne restez pas bornés, ne restez pas sur... ouvrons des espaces de discussion et dites-nous ce qui se passe dans ces camps-là. Il faut aller vers les gens. Alors, j'aimerais revenir sur un point qui est important. Vous voulez dire quelque chose avant? Parce que j'aimerais aborder le statut de réfugié. On en parle beaucoup, on a fait beaucoup d'émissions sur ce plateau la semaine dernière et la semaine d'avant.
sur les migrants, le statut de réfugié. Est-ce que ces gens-là ont un statut? Vous avez parlé de réfugiés. Est-ce qu'ils ont réellement ce statut? Et s'ils ont ce statut, est-ce qu'ils ne dépendent pas, ne sont pas protégés par la Convention de Genève? Quel est leur statut avéré aujourd'hui? En fait, sur ce sujet-là, là encore, il y a matière aussi un peu à controverse. Il y a différents points de vue. Alors on peut considérer, d'un point de vue politique, revenir à l'origine du rassemblement de ces populations dans ces camps. Et c'est un argument. On peut entendre aussi, pas seulement du côté du Maroc, mais aussi d'un certain nombre de gens qui s'intéressent au sujet, qu'il y a énormément eu à l'origine, dans les années 76, quand même un transfèrement forcé de ces populations-là et leur regroupement. Donc il y a à l'origine déjà une espèce de situation qui peut prêter, en tout cas, à discussion sur ce qui concerne le caractère de réfugiés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on sait à peu près, avec les informations qui nous parviennent, les gens qui travaillent, qui arrivent à rentrer dans les camps, qu'il y a au moins 3 catégories de population dans ces camps-là, qui ne se ressemblent pas tous. Alors, vous avez des gens qui sont très probables, d'abord, qui relèvent des populations parties des grandes villes, des provinces du Sud, qui ont affaire directement avec la région et qui, d'une manière ou d'une autre, sont soit retenus, soit maintenus. C'est selon la réalité. Et on ne pourra pas répondre à ces questions-là si le Haut-Commissariat aux réfugiés ne les interroge pas, ne les recense pas individuellement en leur posant les questions. Alors, ils veulent bouger ou pas. Alors, il y a deux types de populations. Quelques-unes qui probablement veulent rester avec des convictions ou pour des raisons X ou Y. Il y en a d'autres qui voudraient probablement bouger, mais qui sont très certainement aussi empêchés de mille manières. On peut empêcher avec les moyens de voyage, avec les titres de voyage, avec des pressions, X ou Y. Et il y a une troisième catégorie de population qui, elle, n'a rien à voir, en fait, avec ni le différent territorial et qui sont plutôt des migrants économiques venus du Niger, du Mali. C'était des nomades. Avant le désert, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas d'appartenance. Les gens du désert, c'était les gens, on les nommait les fils du ciel. Donc là où il pleuvait, c'est là où il y a l'herbe, les gens transhumaient, ça et là. Donc entre le Mali, la Mauritanie, le Maroc et le sud d'Algérie. Si on voit cette zone-là, vous avez décrit tous les types de populations qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, ça ne nous permet pas, il n'y a aucun recensement exhaustif qui est fait. On n'a aucune manière aujourd'hui de savoir, d'avoir une fourchette, de savoir combien de gens là-bas. Déjà, refuse qu'il y ait recensement. Oui, bon. Parce que ça va mettre en cause cette question. S'il y a des réfugiés, si ce sont des réfugiés, il va falloir les recenser. S'ils ne sont pas réfugiés, donc on est dans un autre cas de figure. Le problème, c'est qu'on est entre les deux. On n'arrive pas ni à satisfaire cette demande et ce besoin, ni à être dans en fait, cette ambiguïté sur laquelle joue et le Polisario et l'Algérie. Ouais. Sur le sujet. En fait, on peut passer un peu de temps à discuter de ce sujet-là et on peut toujours trouver de la controverse un peu sur le caractère, le statut légal précis de ces populations-là. Le fait est que l'État d'accueil, l'Algérie, les considère prima facie, on dit, c'est-à-dire collectivement comme des réfugiés. Elle les a accueillis sur son territoire avec cette qualité-là. Et le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies ont entériné un peu cet État en dépêchant le HCR. Et le HCR est censé superviser. On peut voir aussi, si on discute de ce sujet, que le HCR aussi n'exerce pas effectivement son mandat. Mais on peut, de toute façon, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la protection de ces populations. C'est pas tant un peu leur statut. Ce sont des personnes qui vivent dans des conditions de vulnérabilité extrême et qui sont soumis à un confinement, à un système dangereux et en tout cas qui peut facilement aggraver la situation de la jouissance de leurs droits et qui sont soumis, qui ont droit à une protection et cette protection leur est due aussi au titre de réfugiés, mais au titre de personnes humaines, elles ont aussi droit à ça. Les organisations de droits de l'homme algériens, est-ce que algériennes, il y en a? Elles sont silencieuses. Elles sont. Je demande. Vous avez parlé d'universalité justement des droits de l'homme. Il y en a de façade, mais dans le fond. Est-ce qu'elles ne doivent pas être interpellées? Vous êtes de façade. Alors en Algérie, quand on parle de cette question-là, tout le monde se met
derrière la position officielle. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande propagande et que la chose est montrée de manière complètement différente de ce qu'on voit nous et même de ce que voient les gens, les populations sahariennes qui sont incarcérées dans ces camps. Le problème aussi, c'est qu'on a des organisations complètement affiliées au gouvernement, donc ils suivent. N'oublions pas que le parti unique est toujours là. On a cette instance, cette grande instance, le FLN, qui est une machine terrible de contrôle, et puis la DRS avec tous les changements qui sont en train de se faire aujourd'hui. D'ailleurs, le pire attend. Ce monsieur, le général Tartag, allié à la présidence, il était auparavant dans la sécurité des camps de Tindouf et dans la région. Et on ne l'appelle pas Tartag juste comme ça. C'est vraiment une bombe, il est vraiment très explosif. Et c'est quelqu'un qui était responsable de ces camps. Donc, à mon avis, les choses vont encore empirer en termes d'incarcération et d'exaction des droits de l'homme, et même en termes de relations avec le Maroc et en relation dans les instances internationales avec cette question. Mais moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Effectivement, le droit international, il est là, il faut le... Mais cette organisation, j'aimerais bien l'appeler organisation, la RAST, elle est à l'origine, elle est illégale. Mais tout le monde, presque, ceux qui nous contestent, sont là pour appuyer plus ou moins. L'Europe, elle le sait très très bien, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas les conditions d'État. Il y a nullité juridique sur le plan international. Le problème, c'est que... Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qui fait la légitimité d'un État, d'un point de vue international? Il y a une définition claire. Le territoire, l'autonomie. Le territoire, le peuple, l'autonomie, la souveraineté, le gouvernement, démocratiquement oui. Et la reconnaissance internationale de la démocratie. Or, d'ailleurs, j'aimerais bien juste revenir à un petit truc. L'Union africaine, quand elle a reconnu cette instance-là, dans son 4e amendement, elle stipule que tout État indépendant et souverain peut demander son adhésion à l'OUA. Or, cet État, à l'époque, en 75-76, et même de plus en 1984, n'était ni indépendant de par ses dires, ni souverain, parce qu'on ne peut pas être sous occupation, soi-disant, et être souverain. Et accueilli dans un autre pays. Dans un autre pays. Et jusqu'à aujourd'hui, combien d'États africains... Qu'est-ce que ce statut implique sur, on va dire, la dénomination et la nomenclature de ces réfugiés? Sur le plan international, ce n'est pas un État, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un État, c'est une organisation, sauf pour l'Union africaine. Voilà. En fait, ce que cela implique tout simplement, et directement, c'est une espèce de configuration quasiment de non-droit dans ce territoire. On ne sait pas, en fait, si ces populations-là sont des réfugiés, donc qui relèvent de la protection internationale, sous supervision du HCR, ou si ce sont des citoyens d'un État autoproclamé, ou quelles lois s'appliquent à ces personnes-là, quels recours sont disponibles pour ces personnes-là. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas exactement. Normalement, mais d'un point de vue droit international, je vais faire le naïf, je fais le naïf totalement. Mais c'est exactement cela le sujet. En fait, d'un point de vue de droit international, si on considère ces populations comme des réfugiés, elles sont sous la protection internationale de l'État d'abord, exercée par l'État d'accueil, sous la supervision du HCR. Ouais. Dans ce cas-là, ici, prenez le cas ici, en l'occurrence des camps Tindouf, cet État a complètement sous-traité l'administration de ces camps à une organisation, le Front Polisario, a sous-traité la responsabilité totale de l'administration, de la gestion, de la sécurité, de la juridiction à une organisation. L'Algérie se lave un peu les mains, on va dire, se soustrait presque volontairement à une obligation internationale, et cela pose le problème. C'est-à-dire, finalement, ces populations-là, elles relèvent de quelle juridiction? Quelle loi s'applique à ces personnes-là? Ça, c'est une décision unilatérale de l'Algérie. Est-ce que la communauté internationale est tenue de l'accepter? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais le problème, c'est que quand on entame le rapport avec l'Algérie, on l'entame dans des rapports géostratégiques et géopolitiques autres. Ces Européens ne sont pas autant intéressés par ce qui se passe dans ces camps. Et ils ont d'autres, voilà, ils ont d'autres enjeux. Le problème aussi, c'est que, alors, au fait, moi je suis pas d'accord quand même quand on dit que l'Algérie s'enlève les mains, s'enlève pas les mains. Et c'est vrai qu'elle a sous-traité à l'intérieur du mur, entourant le camp. Mais en fin de compte, tout est contrôlé. N'oublions pas que Abdelaziz, il a un grade, il reçoit un salaire d'un colonel de l'armée algérienne quand même. Voilà. Oui, c'est dans les camps qu'il y a un problème. Même dans les camps. Oui, là, à l'intérieur du camp, ça c'est sûr. Mais même à l'intérieur des camps. Parce que dans un tribunal des camps,
Le problème, c'est que parfois la décision, elle vient de Tindouf et parfois elle vient d'Alger, concernant tel ou tel. Alors, on ne va pas le condamner ici, on va le prendre et on va sous-traiter ce tribunal dans un autre... D'ailleurs, quand il est dans une prison algérienne, ça ne passe pas par les tribunaux. Il est complètement... Il faut être naïf parfois et profane pour discuter cette question. C'est pour ça que je vous pose des questions naïves. D'un mot sur l'aspect judiciaire, si je puis dire, ces tribunaux, parce qu'on nous parle de jugement, on nous parle de tribunaux, on parle de procès. Alors, avant même d'aller vérifier s'il est équitable ou non équitable, le procès, ces personnes, pour la plupart, n'ont pas été jugées. Donc elles sont détenues sans jugement. Pour les uns depuis 1 an, pour d'autres depuis 2-3 ans. Pour certains, on sait que ça a pu arriver même jusqu'à 10 et 15 ans. Si vous êtes un réfugié, vous relevez de la juridiction, donc des tribunaux de l'État d'accueil. Ici, l'Algérie. En l'occurrence. Vous ne pouvez pas être jugé devant un tribunal organisé par une partie des réfugiés eux-mêmes qui juge un autre réfugié et qui lui applique la loi qu'ils ont eux-mêmes. On est dans l'imbroglio. Les juristes, les diplomates connaissent ces sujets-là. Nous, ici, en tout cas ce qui me concerne, on essaie plutôt de suivre le fil un peu de la protection de ces personnes-là. Il y a quand même des mécanismes de recours pour essayer d'étendre la protection à ces populations très vulnérables qui vivent dans des conditions terribles depuis si longtemps et qui sont effectivement privés évidemment des droits les plus élémentaires. Alors il nous reste quelques minutes, on viendra, j'aimerais qu'on conclue justement sur ce qui va se passer par la suite, mais j'aimerais vous faire réagir par rapport à un tweet. Les changements à venir du pouvoir algérien ainsi que l'accélération de la régionalisation permettront-ils le déblocage de la situation, à votre avis? Moi je le dis, je le clame. Plus on se démocratise chez nous, plus on règle nos problèmes, plus on discute, plus on suit ce modèle de discussion. Alors, il y a des différends entre nous, on se chamaille de temps à autre, mais on arrive toujours à conclure vers des solutions extraordinaires. Et on est en train de surpasser un grand nombre et on a fait énormément de pas en avant. Il faut pas aussi se flageller tout le temps, dire on n'a rien fait. Le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le Maroc d'antan. De plans, donc. Oui. Et alors, plus on le fait, plus ça gêne en Algérie. Parce que là, on est dans un système complètement ankylosé. On est avec une présidence qui n'arrive... Ça fait je ne sais pas combien d'années. Le président n'a pas pu s'adresser à la... C'est l'éternité. C'est plus possible. Avec des changements terribles. Je n'attends plus rien de bon de la part du gouvernement algérien, ni de la sécurité algérienne. Et je m'attends au pire. Mais chez nous... Je dis, allons vers cette démocratie, allons vers cette régionalisation, parce que ça va être la solution, pas seulement pour ce problème, mais pour... Oui, c'est la seule solution où tout le monde est gagnant. Les Sahraouis, ils sont gagnants parce qu'ils vont être sur un territoire qui est le leur, toujours, tout en étant au sein du même pays, du Maroc, sous le même drapeau. Donc, et on va gérer nos trucs intérieurs par nous-mêmes. Donc ça, c'est une situation où tout le monde est gagnant. Mais par contre, si les Algériens ou les dirigeants du Polisario insistent à garder les gens là-bas, je crains pour la vie ça sera un génocide collectif. Ça sera un génocide collectif. Ils gagnent de l'argent. Je pense qu'une grande partie de la solution, en tout cas, se trouve aussi dans la capacité du Maroc, des populations vivant dans les provinces du Sud, de se reconnecter à cette population dans les camps. Je pense que la solution se trouve sur le plan humain et humanitaire. Je pense que dans les camps se passe aussi quelque chose aujourd'hui. Vous avez l'essentiel aujourd'hui des violations des droits de ces populations, des exactions contre ces populations, sont destinés, sont adressés contre des jeunes, une jeune génération qui aspire à une solution à court terme, qui veulent vivre. On a bien vu encore ce jeune de 14 ans. 14. Effectivement, et qui veulent participer, et qui veulent effectivement un avenir. Et on ne peut pas, je pense, uniquement chercher des solutions par la diplomatie. Uniquement, c'est important, évidemment, ça doit aussi se passer sur... Mais je pense qu'on doit tous les uns et les autres retrouver un peu des possibilités de dialogue un peu entre les populations vivant au Maroc et celles qui restent dans les camps. Qui est née sous ce régime-là, entre guillemets. Donc elle n'a aucune main, comme on dit, c'est pas sa faute s'il est né là. Mais avoir
par les moyens du net, de la télévision locale à l'Aïoun, malgré le rôle qu'on dit que ça n'a pas... oui, ça aide énormément, à faire voir aux gens. Il faut seulement la développer. Voilà, et même les visites familiales qui se sont arrêtées maintenant, les visites familiales ont aidé énormément à ouvrir les yeux des gens pour voir, voilà, les gens qui vivent dans les provinces du sud du Maroc, leur niveau de vie, ils vivent énormément bien, ils sont dans la richesse, ils sont dans le luxe, alors que eux, ils sont restés dans la même stagnance depuis 40 ans. Alors je voulais juste 2 tweets de téléspectateurs. Il y a 3 semaines, nous dit un téléspectateur, j'étais en Mauritanie où j'ai rencontré des jeunes venant des camps. Il n'y avait que le malaise dans leurs yeux. Bon, je lis littéralement ce qui est dit. Je lis un autre tweet. Les exactions du Polisario constituent une flagrante violation des engagements de l'Algérie vis-à-vis du droit international. Voilà, je vous dis, je vous livre des tweets de téléspectateurs. Il est clair que sur le plan international, l'Algérie ici est évidemment demander d'honorer des obligations qu'elle n'honore pas sur le plan du droit international humanitaire, sur le plan du droit de l'homme, des droits internationaux des droits de l'homme, tout simplement. En parlant des jeunes et de ce tweet qui mentionne ces jeunes en Mauritanie, je tiens quand même à rappeler qu'il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, un peu plus, vers le début 2014, il y a 2 jeunes qui ont été tués, 2 jeunes des camps de jeunes réfugiés, de jeunes... Oui, l'accident du 5 janvier. Oui, du 5 janvier, qui ont été tués à la frontière algéro-mauritanienne parce que ces jeunes voulaient passer, effectivement, avec... Parce que si on ne peut pas les dompter, on les tue. Donc c'est clair et net. Si on ne peut pas vous dompter, ces 2 jeunes-là, je connais l'organisation qui les défend. On a été à maintes reprises à l'extérieur pour défendre leur cause. Ce sont 2 jeunes qui étaient partis s'approvisionner. L'un d'eux allait visiter son père qui vit dans une région entre la Mauritanie et l'Algérie. Oui, Khatri. Il vit encore dans cette région, le père. Ils avaient prétendu que ce monsieur-là était en train de faire le trafic de l'essence ou de carburant. Le monsieur avait une voiture en mazout, donc qui n'était pas le cas pour les trafiquants. Ce monsieur, ils avaient trouvé 60 litres d'essence de mazout avec lui, un sac de même en trafiquant du mazout, on ne peut pas vous tirer 10 balles dans le corps dans aucun système de droit ni de justice. 21 balles qui étaient tirées directement sur le siège du conducteur vers l'en haut. Donc ce n'était pas vers les roues de la voiture, c'était visé pour tuer. Le monsieur, le défunt, il avait 11 balles dans son corps. Donc c'était vraiment visé pour en fait, tuer. Si on devait finir, je suis désolé, on va devoir rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter. Je sais qu'à chaque fois, il faut plus que 60 minutes. J'espère qu'on en fera 120 une prochaine fois. Et merci de nous avoir égayés avec votre tenue sur un sujet aussi grave. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain sur Média TV.